Bonjour, donc je m'appelle Anja Djurovic. Je co-dirigeais un ouvrage avec mon collègue Nicolas Duvou qui s'appelle Jeunesse française contemporaine, qui est apparu aux éditions CNRS le mois dernier. Et donc cet ouvrage nous apporte effectivement un certain nombre de réponses à la question qu'est-ce que signifie être jeune aujourd'hui. Donc, ce que je veux faire, c'est que je veux revenir dans un premier temps un peu sur la genèse bien particulière de cet ouvrage, avant de discuter en quoi est-il difficile de définir les jeunes d'aujourd'hui. Ensuite, je vous présenterai quelques résultats clés de cet ouvrage qui nous permettront non seulement de déconstruire un certain nombre d'idées reçues, mais aussi de mettre en évidence en quoi certaines évolutions récentes exacerbent les inégalités entre jeunes. Et donc, comme je disais, cet ouvrage, il vous apporterait des questions sur à la question qu'est-ce que signifie être jeune aujourd'hui. Et déjà, pour faire un petit, on va dire, teaser, la réponse va être évidemment assez complexe. Déjà, on vous dirait que, bien sûr, c'est autre chose d'être jeune aujourd'hui qu'hier, qu'il y a des transformations structurelles qui ont un impact sur le vécu de la jeunesse, mais que il est évidemment ce vécu de la jeunesse dépend évidemment en fonction du fait que où est-ce que vous êtes né, donc quel territoire, si vous êtes un homme, une femme, si vous êtes descendant d'immigrés ou pas, etc. Alors, cet ouvrage est né dans un contexte bien particulier, c'est-à-dire en juin 2023, durant les émeutes qui ont suivi la mort de Naël. Ces émeutes, cette situation politique a conduit à une commande politique. Donc, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a confié à l'époque au CNRS une mission scientifique qui consistait à apporter un éclairage scientifique sur la situation de la jeunesse française et apporter un éclairage scientifique sur toute une série d'enjeux les concernant, donc l'éducation, la santé mentale, l'insertion sociale et professionnelle, mais aussi questions de discrimination, questions de participation politique ou encore de rapport à l'information et réseaux sociaux. Donc, ce travail a conduit à un rapport de recherche qui a présenté un état de l'art des savoirs scientifiques solides et stabilisés sur les jeunesses françaises contemporaines. Et le résultat final, c'est cet ouvrage, puisque ce rapport, nous l'avons ensuite approfondi, détaillé, nous avons ajouté même des chapitres. Et donc, cet ouvrage représente vraiment une radiographie de la situation des jeunesses françaises contemporaines en apportant un éclairage scientifique donc sur les thématiques que je viens d'énoncer et ce qu'il faut donc savoir, c'est que cet ouvrage s'appuie sur le savoir, sur l'expertise de 35 chercheurs et chercheuses venant des différentes disciplines des sciences sociales et humaines, donc psychologie, démographie, économie, histoire, sociologie, sciences politiques, mais aussi les sciences de l'éducation. Et donc, avec ces spécialistes, nous avons réalisé des entretiens. Beaucoup nous ont transmis aussi des contributions écrites que nous avons ensuite intégrées et tissées entre eux. Et donc, grâce à ces contributions et ces différentes expertises, nous avons pu faire un tour d'horizon des connaissances sur les jeunesses. Donc, un des principaux objectifs de cet ouvrage, c'est vraiment d'offrir une vue d'ensemble des connaissances scientifiques sur les jeunesses, sans pourtant prétendre à l'exclusivité, parce que vous allez voir, cet ouvrage montre avant tout la richesse des savoirs, des recherches menées en France en sciences sociales et humaines concernant les jeunes. Mais cet éclairage par la recherche, comme je le disais, nous permet aussi justement de lutter contre un certain nombre d'idées reçues, d'atténuer justement un certain nombre d'effets loupes médiatiques qu'on a souvent et qui finissent souvent par donner une vision tronquée, voire faussée de la réalité des jeunes en France.
Ce qu'essaie aussi de faire un autre objectif de cet ouvrage, même si ce n'est pas systématique, c'est que nous avons essayé autant possible de mobiliser une comparaison internationale qui justement permet justement de montrer en quoi la situation française, la situation des jeunes en France serait spécifique ou peut-être elle n'est pas du tout spécifique et il y a effectivement un certain nombre de phénomènes qu'on observe aussi dans d'autres pays, notamment européens. Je précise aussi que cet état de l'art, c'est pas juste un état de l'art, c'est aussi nous sommes aussi efforcés de présenter des pistes d'intervention, de montrer aussi où il y a des questions de recherche émergentes, où il y a des lacunes, où il y aurait besoin des dispositifs d'enquête, où il y aurait besoin de plus de recherche et d'études sur un certain nombre de questions. Alors, donc, pour commencer, qu'est-ce que signifie être jeune aujourd'hui? Donc, effectivement, la jeunesse correspond à un groupe difficile à circonscrire. Tous les travaux soulignent la difficulté de définir la jeunesse parce que non seulement sa définition évolue dans le temps, mais elle varie aussi selon les disciplines, les contextes et les approches que choisissent certains chercheurs, certaines chercheuses. Et à cela s'ajoute, comme vous l'avez bien dit au début, le fait que le bornage de la catégorie jeunesse est fluctuant dans les enquêtes statistiques, y compris la statistique publique, et qu'elle ne fait l'objet d'aucune harmonisation. Donc, pour aussi vous donner quelques exemples du bornage de la catégorie de jeunesse, il est justement de 18 à 29 ans pour l'INSEE, il est de 18 à 24 ans pour la direction de la recherche des études et de l'évaluation des statistiques, mais ce bornage est en même temps de 15 à 24 ans, voire de 15 à 29 ans pour la direction de l'animation, de la recherche, des études et des statistiques. Donc, on voit bien que déjà, si on essaye tout simplement d'un point de vue quantitatif définir la jeunesse, ça devient vite compliqué. Ces bornes sont d'autant plus mobiles dans un contexte où le passage à l'âge adulte est retardé, voire complexifié. C'est le cas aujourd'hui en France, mais c'est le cas dans, on va dire, toutes les démocraties européennes aujourd'hui, dans tous les pays européens aujourd'hui, où les 3 étapes principales du passage à l'âge adulte sont complexifiées, voire retardées. Et ces étapes sont donc l'autonomie résidentielle, l'accès à un emploi stable et la stabilisation conjugale, même si on pourrait discuter de ce dernier point. Donc ces 3 étapes sont reportées dans le temps. Les jeunes quittent le foyer des parents plus tard. Ils ont plus de difficultés à trouver un emploi stable. En lien avec ça, souvent aussi du mal à trouver un logement. Ils font aussi des enfants plus tardivement. Et donc, ce retard des principaux passages à l'âge adulte est bien sûr lié en grande partie à la massification scolaire, c'est-à-dire que les jeunes aujourd'hui font des études plus longtemps, restent à l'école beaucoup plus longtemps qu'avant. Mais ce passage à l'âge adulte, il peut être, et c'est en cela qui est toujours, je souligne le fait que dans cet ouvrage, on parle de la jeunesse qu'au pluriel, il peut être recherché et subi. Donc effectivement, il y a une partie de la jeunesse qui recherche justement ce retardement du passage à l'âge adulte parce que ils veulent faire des études plus longtemps, ils veulent peut-être faire une année de plus à l'étranger, une année de stage, ils ont peut-être envie au cours de route de changer de formation, de métier, et ils peuvent le faire parce qu'ils sont soutenus par leur famille. Ils ont les ressources pour le faire. Donc, on parle souvent des jeunes venant de milieux favorisés. À l'autre bout du spectre, ce retardement du passage à l'âge adulte, il peut être subi par un certain nombre de jeunes, voire par beaucoup de jeunes, parce qu'ils peinent à s'insérer de façon durable sur le marché du travail, voire de s'insérer tout court. Et donc là, on parle notamment des jeunes qui sont faiblement diplômés, voire pas diplômés du tout, et qui ont du mal
soit de trouver tout simplement un emploi ou de rester en emploi de façon continue. Et donc, tant qu'elles et ils n'ont pas d'emploi, ils vont avoir du mal à trouver un logement, ils vont avoir du mal à quitter le foyer parental, etc. etc. Et tout ça, je dirais, le subissement du retardement de passage à l'âge adulte, il est d'autant plus complexe dans un contexte où, depuis les années 80, nous faisons face au phénomène du chômage des jeunes. Donc, je rappelle que depuis les années 80, donc on parle quand même de plus de 40 ans, donc ça ne concerne pas que les jeunes d'aujourd'hui, ça concernait déjà les jeunesses de hier, voire d'avant-hier. Ce taux de chômage, il est jamais inférieur depuis les années 80 à 15%. Il est souvent supérieur à 20% et donc il est souvent 2 à 3 fois plus élevé que celui observé par le reste de la population active. Par contre, et ça, c'est quand même très important de le souligner, la jeunesse n'est pas égale. Voilà, il y a de fortes inégalités entre les jeunes face à ce phénomène-là, puisque plus qu'on est diplômé, mieux on est protégé contre ce phénomène-là, moins on a des chances d'être au chômage. Par contre, pour les jeunes peu ou pas diplômés, ce phénomène est aujourd'hui beaucoup plus important qu'hier, c'est-à-dire qu'ils ont beaucoup plus de chances d'être au chômage et d'être de façon régulière dans des périodes de chômage et d'inactivité professionnelle. À cela se rajoute le fait que la qualité des emplois a baissé. De nouveau, notamment pour ces jeunes qui sont faiblement, voire pas diplômés du tout. Donc, depuis 2011, plus de la moitié des moins de 25 ans ont un emploi ou exercent leur emploi dans une forme de contrat précaire, donc par du CDI, de intérim ou d'apprentissage. Et ce que nous montrent les enquêtes Génération du CEREQ, donc le CEREQ, c'est le Centre d'études des qualifications, et les enquêtes Génération sont très intéressantes parce qu'elles suivent une cohorte de jeunes qui sort d'un établissement d'éducation français. À partir du moment qu'ils quittent cet établissement, peu importe la formation, peu importe le niveau de formation, ils suivent une cohorte de jeunes et regardent comment ils s'insèrent sur le marché du travail. Donc, ces enquêtes génération nous ont permis ensuite de justement comparer la génération qui a quitté cet établissement en 1998 ou dans les années 2000 et ou dans les années 2010. Et ce que nous montrent ces enquêtes-là, c'est qu'effectivement, depuis les années 2000, voire les années 2010, ou surtout les années 2010, ce sont surtout les jeunes peu ou pas diplômés qui ont durablement du mal à sortir de cette situation de précarité professionnelle qui est donc qui se caractérise par des périodes de chômage, d'inactivité, mais surtout aussi par vraiment une grande difficulté à accéder à un emploi stable, à un emploi de qualité. Donc ça, c'est une partie de pourquoi c'est difficile de définir la jeunesse aujourd'hui, puisque ce passage à l'âge adulte est retardé pour beaucoup, mais il n'est non seulement retardé, il est aussi complexifié, puisque ce qu'on observe, c'est un nouveau phénomène qu'on observe en France et dans d'autres pays européens, c'est les phénomènes des transitions yo-yo. Yo-yo, donc il y a des allers-retours où à un moment donné, le jeune, la jeune, va quitter le foyer parental, va trouver un travail, mais au bout d'un moment, perd son travail de nouveau, perd peut-être par là son logement, et va devoir réintégrer le foyer des parents, et donc se retrouver d'une certaine façon une situation de jeunes, de personnes dépendantes des parents, et ce phénomène-là, des transitions yo-yo, des allers-retours entre ces différents stades de la jeunesse, on l'observe de plus en plus, et notamment pour les jeunes qui sont donc peu ou faiblement diplômés.
Donc, ce qu'on voit, c'est que le passage à l'âge adulte, c'est devenu un état réversible c'était devenu un état réversible, notamment pour une partie de la jeunesse. Donc, la jeunesse correspond à un groupe difficile à circonscrire du fait de ces multiples définitions et de la problématique du bornage de la jeunesse, mais surtout, toutes les contributions de cet ouvrage convergent sur ce point. Il n'y a pas la jeunesse, mais des jeunesses, puisque les phénomènes qu'on observe, dont leurs conséquences sont très différents pour les différents segments de la jeunesse, puisque la jeunesse c'est un groupe infiniment hétérogène, divers selon les origines sociales, ethniques et ses lieux de vie. Et cette hétérogénéité a une influence sur le vécu et les conséquences d'un certain nombre d'évolutions structurelles. Donc, je continuerai à présenter un certain nombre de résultats clés. Je voulais parler un peu du chapitre sur la santé mentale qu'on a dans notre ouvrage, mais je ne vais pas le faire parce que nous avons la chance d'avoir un vrai expert aujourd'hui. Donc, moi qui n'ai pas du tout spécialiste de ces questions, je ne vais pas en dire beaucoup plus. Je vais juste vous dire qu'il y a aussi un chapitre sur ces questions dans l'ouvrage. Alors, un autre résultat clé de cet ouvrage concerne le rapport des jeunes aux réseaux sociaux et à l'information. On peut dire que la forte activité numérique des jeunes, qui est prouvée et qui est une réalité, génère quand même régulièrement dans le débat public un certain nombre d'espoirs et d'inquiétudes. Donc tout d'abord, il y a l'espoir que l'Internet et les usages numériques pourraient mobiliser davantage l'engagement politique des jeunes grâce à des dispositifs en ligne, etc. Ce qu'on peut dire sur ça, pour l'instant, même si c'est un peu frustrant, c'est qu'on ne peut pas vraiment apporter une réponse à cette question parce que les dispositifs d'enquête qui existent ne sont pas suffisamment fiables pour vraiment apporter des réponses claires et on va dire fiables à cette question, puisque souvent ces enquêtes, en fait, ils portent sur une jeunesse étudiante qui représente pas toute la jeunesse. Donc, on n'aurait que des résultats concernant une jeunesse qui est déjà fortement diplômée, qui est peut-être déjà fortement engagée. Donc, pour l'instant, c'est difficile de répondre à cette question-là. Par contre, une autre inquiétude qu'on voit souvent apparaître dans le débat public, c'est le fait que, étant donné que les jeunes passent beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, sur Internet, et s'informent notamment via les dispositifs numériques, ils pourraient être beaucoup plus exposés au phénomène des fake news, donc le phénomène de la désinformation. Or, ce que nous montre là la recherche française et internationale, c'est que finalement, les internautes qui consomment le plus de désinformation ne sont pas les plus jeunes, ce sont les plus âgés et les plus politisés qui sont le plus grands consommateurs de fake news et donc de désinformation. Ce que montre cet ouvrage et ce que montrent les recherches dans la matière, c'est en fait, et c'est en cela que de nouveau cette hétérogénéité de la jeunesse joue vraiment est vraiment cruciale, en tout cas d'en mettre en avant. C'est deux choses. Donc d'un côté, une jeunesse issue des milieux populaires, voire défavorisés, qui sont plus enclins à la non-information qu'à la désinformation, puisque elle ou il consulte que très rarement des informations politiques, des contenus politiques, voire des désinformations. Et en même temps, on a de l'autre côté une jeunesse étudiante issue des formations élitistes ou venant des milieux les plus favorisés qui, eux, font face à une sélection d'informations plus qu'équilibrée, puisque étant donné qu'ils sont abonnés à différentes chaînes d'informations via les réseaux sociaux et via l'Internet, en fait, ils reçoivent une sélection d'informations qui est très équilibrée d'un point de vue politique, de coloration des différents que peuvent avoir différents journaux, différentes chaînes d'information.
Ensuite, un autre résultat de cet ouvrage, un autre résultat clé, c'est que les jeunes sont aussi plus touchés par des discriminations. Donc, on pourrait dire que est-ce que cela est plutôt lié au fait que ils font quand même partie d'une génération qui est socialisée dans un contexte où on est plus sensible à ces questions et donc on va être aussi plus sensible à identifier à une situation de discrimination, de traitement inégal. Mais ce que nous montrent les recherches sur cette question, c'est qu'en fait, non. C'est avant tout lié au fait que les jeunes sont dans une situation, sont dans un stade de leur vie où ils font tout simplement face à des nombreuses situations de sélection. Sélection pour obtenir un travail, sélection pour trouver un poste de formation, une place en études, ou de trouver un logement, d'obtenir un logement, etc., etc. Et donc, c'est cette exposition à des moments de sélection qui fait que les jeunes font plus face à des discriminations ou à des traitements inégalitaires que d'autres groupes d'âge. Donc, pour vous donner les chiffres, selon l'enquête Trajectoire Origine de l'INED et l'INSEE, en 2019 et 2020, 20% des 18 à 30 ans déclarent avoir subi des traitements inégalitaires ou de discrimination contre 14%, par exemple, chez les 51 à 59 ans. Évidemment, ces situations de discrimination sont exacerbées pour une partie de la jeunesse et notamment pour ils sont beaucoup plus forts en fonction du genre, en fonction de l'origine ethnique. Donc, par exemple, 42% des jeunes issus de l'immigration africaine hors Maghreb et 37% des jeunes issus du Maghreb font état issus d'une immigration du Maghreb font état d'une discrimination. Un autre point qui est beaucoup abordé dans cet ouvrage, on a un chapitre entier là-dessus, c'est les différences entre les jeunesses des territoires. Donc, les jeunesses urbaines, rurales et ultramarines sont placées dans des situations très différentes et inégales. Il faut d'abord dire que la jeunesse urbaine est elle-même très diverse et donc on parle des jeunesses du centre-ville, on parle de jeunesse périurbaine, on parle de jeunesse vivant dans les quartiers populaires. Dans cet ouvrage, nous nous concentrons un peu plus sur les jeunesses des quartiers prioritaires de la ville, où nous allons montrer que, en fait, eux, ils cumulent vraiment les désavantages, à la fois d'un point de vue social et économique, puisque ils vivent plus souvent, ils sont plus souvent dans des filières moins sélectives. On observe plus souvent un abandon justement de l'école, du cursus scolaire, mais ils vivent aussi dans des conditions beaucoup plus difficiles, des habitats vétustes, des logements parfois surpeuplés, mais aussi sont dans une situation de confrontation permanente avec la police. Et donc là aussi, on a justement tout un chapitre qui montre que justement la plupart des émeutes en France éclatent après des contrôles d'identité jugés injustes et qui dérapent et qui présentent donc une particularité pour cette partie de la jeunesse. De l'autre côté, on a une jeunesse rurale, où là, il est quand même important de souligner que celle-ci est aussi fragmentée et polarisée entre les jeunesses des campagnes dynamiques, bien vivaces, qui vont bien, et les jeunesses des ruralités qui sont en déclin, où se concentre une jeunesse populaire exerçant des métiers manuels et peu qualifiés, et où les études sont moins fréquentes, où les jeunes aspirent à une autonomie financière rapide, mais où ces jeunes-là bénéficient, contrairement à une jeunesse plus urbaine, d'un capital, on va dire,
local, d'un réseau, de différents réseaux locaux qui leur permettent de s'insérer plus rapidement dans l'emploi, de trouver, voilà, grâce à ce réseau, un emploi. Mais, et ça, c'est vraiment un résultat clé des recherches sur ces segments de la jeunesse, c'est que les parcours sont très, très, très genrés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que bah, les filles quittent beaucoup plus souvent le milieu rural, d'une part parce qu'elles sont mieux à l'école, donc réussissent mieux à l'école, mais aussi parce que les métiers les plus valorisés dans le milieu rural sont souvent des métiers qui sont considérés comme masculins et donc où ces filles-là voient peu de perspectives pour elles. Et puis finalement, on a les jeunesses ultramarines qui, quant à elles, concentrent des difficultés à la fois de la précarité, mais aussi le manque de perspectives qui sont donc confrontées à une très forte émigration dans leur territoire, mais en même temps doivent faire face à un certain nombre de discriminations importantes en métropole. Voilà, donc je m'arrêterai là-dessus pour peut-être en disant que voilà, ce que montre cet ouvrage, c'est vraiment le fait que décrit à la fois la situation des jeunes aujourd'hui et en même temps montre que cette situation est vraiment toujours à nuancer avec les diversités les différents clivages qui traversent les jeunesses françaises contemporaines.